Welcome to Mars. Mars is, like the Earth, a planet. Mars is the fourth planet from the Sun. And if we found life on Mars, it would mean that there's probably life everywhere in the universe. Après l'actualité nationale, après l'actualité internationale, voilà des infos venues d'ailleurs, de l'espace, François. Et pourra-t-on un jour vivre sur la planète Mars? La question est posée depuis qu'on s'intéresse de près ou de loin à l'astronomie. Mais plus on avance, plus les connaissances sur la planète rouge sont précises et plus le fantasme pourrait peut-être un jour devenir réalité. En tout cas, certains veulent accélérer les choses. On parle ce matin du projet Mars One sur le Move. Plus de 1000 candidats viennent d'être sélectionnés par une fondation privée pour coloniser Mars d'ici 2025. Alors, folle ambition ou étude très sérieuse? C'est la question qu'on va poser ce matin à notre invité. Bonjour Pierre Brûlé, bienvenue sur le Move. Vous êtes architecte spatial et romancier. Vous êtes membre de l'association planetmars.com. Et la première question qu'on a envie de vous poser, Pierre Brûlé, être architecte de l'espace, on vient de le dire, ça veut dire quoi? Et d'abord, est-ce que c'est tout à fait sérieux tout ça? Oui, bonjour. Alors, une petite rectification. Je suis d'abord architecte des PLG et c'est vrai que... C'est important de le préciser. Voilà, j'ai fait mon mémoire d'études sur une base martienne et c'est comme ça que j'ai intégré une équipe un petit peu de fous furieux de Mars, donc regroupant des ingénieurs, des personnalités travaillant à l'ESA, au CNES, qui sont regroupés autour d'une association qui s'appelle Planète Mars. Donc ça, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et avec mon ami Olivier Walter, qui est aussi architecte, on s'est lancé dans l'étude d'habitat martien, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important au niveau du confort, parce qu'on pense beaucoup aller sur Mars, on pense en termes de transport. On pense beaucoup moins à y habiter, donc vous étudiez ce qui pourrait se faire sur la planète rouge. Tout à fait, en tenant compte du site qui est quand même dans un milieu assez extrême, un milieu difficile où vous n'avez pas d'oxygène, où il fait très froid, et donc il faut penser au confort des martionautes. Donc c'est ça une partie de votre métier. Imaginez les maisons martiennes. En quelques mots, ça pourrait ressembler à quoi une maison sur Mars? Maison sur Mars, c'est déjà, je pense qu'en termes de volume, on sera dans des volumes extrêmement confinés, je pense circulaires. Et puis un détail, par exemple, on n'a pas la même gravité que sur Terre. C'est important. On est à un tiers de la gravité terrestre. Et par exemple, une idée tout simple, un escalier, par exemple, sera, je pense, différent que sur Terre. On aura des marches certainement plus hautes, puisqu'on sera plus léger. Voilà. Ouais, c'est des détails qui ont leur importance. Alors avant de vous demander votre avis sur Mars One, le projet, Pierre Brûlé, on va d'abord voir à quoi il ressemble vraiment ce projet, ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, est-ce que c'est sérieux ou complètement fantasque? Bonjour Benjamin Elie. Bonjour. De la rédaction du Move. Mars One, c'est donc un projet de colonisation de la 4e planète du système solaire qui a été lancé par une fondation privée des Pays-Bas. Et si tout va bien pour eux, des terriens débarqueront sur Mars en 2025. En clair, ils prévoient de devancer la NASA qui explore Mars avec le robot Curiosity en ce moment et qui envisage un premier vol habité d'ici 2030. Première étape de Mars One, la sélection des candidats. Ils sont 1000 à avoir franchi ce premier cap et parmi eux une vingtaine de Français. Benjamin, vous en avez rencontré une de ces sélectionnés. Et au départ, ils étaient 200 000 à postuler, François. Après écrémage, ils ne sont donc plus qu'un millier, 1058 candidats pour être précis, du monde entier, les plus motivés par une balade en scaphandre spatial sur Mars par moins 63 degrés avec une atmosphère irrespirable à base de dioxyde de carbone. C'est assez sympa comme ambiance. Dans l'eau, il y a donc 21 Français apprentis martiens. Il y a Florence Porcel, elle a reçu la confirmation par courrier électronique le 30 décembre dernier. Je pense qu'on aura une meilleure connexion Internet sur Mars, on va y arriver. Voilà. Chère Madame Florence Porcel, vous et seulement 1057 autres aspirants astronautes autour du globe ont été présélectionnés comme de candidats potentiels pour lancer une nouvelle ère. Future martienne alors? J'espère bien. La question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes un peu folle? Je vous la pose quand même. Je suis un peu folle, évidemment, il faut l'être pour candidater à un projet pareil, bien évidemment. Hi, I want to go to Mars, so I'm already trained. Et là, ce qu'on entend, c'est la vidéo de candidature envoyée par Florence, accompagnée dans ce CV. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit remarquée. Elle a le bon profil, Florence, celui de quelqu'un qui prend cette expérience au sérieux. Florence a 30 ans, elle est chroniqueuse sur France Inter, spécialiste de l'espace et de la vulgarisation scientifique. Et elle accède donc à la deuxième phase de sélection prévue jusqu'en 2015. Et oui, puisque dans les prochains mois, Benjamin, la fondation Mars One et son armée de physiciens, de médecins, d'astronautes vont faire subir aux candidats une batterie de tests et de simulations pour évaluer les capacités émotionnelles et physiques de chacun. Et à la fin du processus, seulement 24 hommes et femmes seront
s'assureront du voyage d'ici 2025. Florence, évidemment, veut en être. Tant pis pour les risques liés à ce long voyage dans l'espace de 7 mois qui va se traduire par une perte de densité osseuse, un gonflement du visage et ce n'est pas tout. On sera bombardé de rayons cosmiques parce qu'on sera hors de la Saturne de Van Allen de la Terre. Les rayons cosmiques, la conséquence, c'est quoi? C'est des cancers. Mais ce risque est connu et je pense que tout sera fait en œuvre pour qu'on soit protégé des rayons cosmiques. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas à part survivre? Oui, alors il faudra déjà survivre. Si on doit survivre sur Mars, c'est qu'on va développer des technologies et un savoir-faire, trouver de l'eau dans un désert aride au Sahara, par exemple. Si on peut trouver de l'eau sur Mars, on pourra en trouver au Sahara, etc. Et on fera de l'exploration, on ira explorer Mars, on ira marcher, on ira recueillir des échantillons. Pourquoi pas descendre dans des grottes? Je ne sais pas, ce sera génial. On sera sur une autre planète. Sur une autre planète. C'est un voyage sans billet de retour. Oui, c'est sans retour. On va s'y installer. On envoie des gens au suicide. Lui, c'est Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre national d'études spatiales. Il est aussi spécialiste de la planète Mars. Ce projet me paraît pas du tout réalisable. D'abord, je pense que son plan de financement n'est pas crédible. D'une part, le chiffrage de 6 milliards de dollars est totalement insuffisant. La NASA, c'est plutôt 200 à 300 milliards. Donc on est loin du compte. Pour un projet qui est en soi bancal et sur le plan de l'éthique très contestable. Ça va coûter horriblement cher d'envoyer des hommes sur Mars et c'est pas une petite entreprise néerlandaise privée qui pourra se payer cela. C'est quoi? C'est un vaste exercice de communication, de marketing, là, ce à quoi on assiste? Oui, c'est une opération qui s'auto-alimente par les médias, par l'Internet, et qui fait beaucoup de bruit, on en parle beaucoup, mais ça n'ira pas plus loin. Une opération de communication virale, donc, avec un site internet dernier cri où l'on peut acheter des mugs et des t-shirts, sans oublier les vidéos de présentation qui affichent pour certaines plusieurs millions de vues sur YouTube. Et puis il y a toutes ces pages Facebook, dont une animée par une association française, l'association francophone de soutien à Mars One. Jean-François Jeanne en est le trésorier et il est assuré de la probité du projet. Mars One, c'est une fondation à but non lucratif. Donc l'idée, c'est pas de faire du pognon, si c'est ça la question. Donc c'est un but non lucratif. Donc on peut pas dire qu'il y ait qui que ce soit qui s'enrichisse. Et chaque centime d'euro et de dollar est dépensé au profit du projet. Même si Mars One échoue, ça fera avancer l'idée déjà d'une mission sur Mars. Et ça, déjà, rien que ça, c'est positif. Une sorte de lobby. Ça fait avancer les choses. Alors oui, c'est une forme de lobbying, oui, si vous voulez. Voilà, Mars One, c'est un lobby, Benjamin, qui est emmené par au moins un scientifique de renom. Un prix Nobel de physique, le néerlandais Gerhard Hooft, fait partie du comité de soutien. Pour réunir les 6 milliards de dollars nécessaires pour effectuer un premier lancer vers la planète rouge, Mars One a donc engagé une grande campagne de levée de fonds sur Internet. C'est surtout pour rentabiliser le concept. Les têtes pensantes du projet ont l'intention de transformer la sélection, l'entraînement et le voyage des candidats en véritable émission de télé-réalité. Il s'agit tout simplement de vendre les droits de diffusion pour boucler le budget. D'ailleurs, Paul Romer est dans l'équipe. C'est l'un des créateurs de la première émission de télé-réalité de l'histoire, le célèbre Big Brother. Vous en pensez quoi, Pierre Brulet, de ce projet Mars One? Déjà, est-ce que vous avez candidaté vous-même en amateur de l'espace et de Mars? Absolument pas, pour déjà une raison personnelle, c'est que j'ai une famille, voilà. Et puis une mission sans retour me fait un petit peu peur. Alors avec tout ce que j'ai entendu, je suis en fait partagé. Je pense que oui, les initiatives comme celle-là sont bien dans le principe. D'ailleurs, ce que disait l'astronaute Patrick Baudry, il faut peut-être une initiative privée pour faire avancer les choses. C'est ce qui dérange un peu peut-être, c'est ces initiatives de privés qui veulent devancer des projets d'État menés par la NASA, par le CNES. C'est ça qui dérange? C'est ça qui dérange. Et puis effectivement, le budget, comme disait Monsieur Francis Rocard, est vraiment minime. Et puis il y a quand même la nuance, c'est que c'est un voyage sans retour pour le coup. Alors c'est un voyage sans retour. Forcément moins coûteux. C'est forcément moins coûteux, mais vous savez, moi, la NASA a toujours mis un point d'orgue à faire des missions, à ce que les astronautes reviennent toujours de leur mission. On voit Apollo 13, ils se sont démenés pour que la mission puisse revenir sur Terre. Donc là-dessus, moi, je suis un petit peu, on va dire, pas tout à fait d'accord sur le fait d'envoyer des gens comme ça. C'est vrai, c'est une mission suicide pour moi. Et puis il y a un point, c'est vrai, on peut envoyer des hommes sur Mars, mais si on veut perdurer, si on veut que la mission reste sur place éternellement, il faut penser à alimenter cette mission tous les ans, des budgets. C'est-à-dire, on n'envoie pas des hommes comme ça, des femmes sur Mars.
sans un minimum d'équipement, de nourriture. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Alors après, l'idée, c'est qu'ils produisent eux-mêmes leur nourriture sur place. Oui, en théorie, mais vous savez, il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites, comme Biosphère 2. On connaît les limites de ce genre on va dire, de système complètement fermé qui s'auto-régénère. C'est quand même, pour moi, risqué. Et on ne pourra pas ne pas couper avec des missions terriennes qui viendront alimenter par des cargos. Donc, il faut penser à ces budgets-là. S'il n'y a pas de budget après, à mon avis, on va les voir crever à petit feu à travers les webcams. Alors, si c'est ça le but, le côté Big Brother, je trouve ça au niveau éthique absolument désastreux. Si c'est ça les missions spatiales, moi je suis évidemment contre. On a l'impression qu'il y a de la précipitation, présélection des candidats d'ici 2015, projet pour 2025, finalement c'est demain. Il y a urgence à aller sur Mars ? Il n'y a pas urgence, il y a nécessité. Il y a urgence à griller la politesse à la NASA peut-être ? Non, alors en plus c'est complètement stupide. Alors je vais aller très vite. On est allé sur la Lune, on a envoyé des hommes sur la Lune, il y a quand même quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on ne sait plus envoyer des hommes sur la Lune. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs qui ont travaillé dessus sont soit à la retraite, soit morts. Et donc, il y a un savoir-faire qui a été perdu. Et c'est pour ça que la NASA aussi met autant de temps. Bon, il y a aussi des budgets. Ils testent aussi des nouveaux modes de propulsion. Parce que le problème pour aller sur Mars, c'est pas tant s'installer sur Mars. C'est le temps pour y aller. Parce qu'on sait qu'on est dans un milieu extrême. On sait envoyer des hommes à des profondeurs abyssales dans l'océan. Le problème, c'est la durée, c'est l'aspect psychologique qu'on sait pas, qu'on maîtrise pas. Vous avez touché un petit peu ça du doigt parce que vous aviez participé en 2006 à un projet, à une simulation finalement d'atterrissage martien et on va dire de vie dans le désert de l'Utah. C'était en 2006. Il y avait les caméras de France 2 qui étaient là. Et alors comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Écoutez, nous on était Bon, c'était pareil, c'était un appel à candidature. On a eu la chance d'être sélectionnés, moi et Olivier Walter, avec une équipe francophone. Toutes les conditions étaient réunies, les degrés très faibles, etc. Alors non, c'était, on va dire, une simulation, on va dire, avec ses limites. On a fait en sorte de toujours sortir en scaphandre. Donc, on avait une simulation de scaphandre. La base, écoutez, c'était une base faite par la Mars Society, donc avec des fonds privés, mais avec des scientifiques de renom, des personnalités du CNES, de la NASA, qui font que il y a des entreprises privées comme ça qui font effectivement, on veut que les choses aillent plus vite, donc il y a des initiatives privées qui font qu'on espère qu'à un moment donné la NASA va un peu se remuer. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Et c'est difficile ces conditions. Un petit conseil peut-être pour ceux qui font partie du projet Mars One et qui envisagent d'aller vivre ailleurs. Il y a plusieurs facteurs difficiles. Même si c'était encore une fois des simulations. Un petit détail, c'est quand ils vont partir de la Terre, ils vont voir leur berceau, si vous voulez, la Terre s'éloigner. Et donc il va y avoir un effet, on va dire, psychologique. Ils vont se sentir un petit peu abandonnés, perdus dans l'espace. Donc il va y avoir un facteur stress absolument énorme. Et puis se dire qu'ils vont peut-être pas revoir leur famille, je sais pas, c'est quand même déjà il y a un point de vue compliqué. Et puis une fois sur place, vous n'avez pas d'oxygène, vous avez des tempêtes de poussière qui peuvent durer plusieurs mois et recouvrir la planète, donc une visibilité difficile. Voilà, donc il y a un facteur d'éloignement. En plus, pour communiquer avec la Terre, il faut compter 15 à 20 minutes. Donc vous avez un dialogue qui n'est pas, on va dire, en temps réel. Donc s'il y a un problème, il va falloir que sur place, ils trouvent eux-mêmes les solutions. Merci pour eux, merci pour ces conseils un petit peu anxiogènes quand même pour tous ceux qui vont participer à ce projet Mars One. Merci Pierre Brulet d'être passé par la navette spatiale du MOVE ce matin. Architecte de l'espace et romancier. Il y a pas mal d'infos intéressantes à retrouver sur le site de votre association Planète Mars. Et puis rapidement, on a un site qu'on a développé avec Olivier Walter sur l'architecture spatiale qui s'appelle archiespace.com. Merci aussi à Benjamin Elie de la rédac du MOVE. Le reportage sur Mars One, c'est à retrouver sur le move.fr. Allô la Terre, ici Mars, je crois que c'est à vous Aurélie Champagne. Merci François, on réatterrit tout doucement et on...